Bonjour à tous. L'été rempli de sport continue sur CPI Sport avec le Tour de France. Et donc la rédaction va maintenant faire un point sur la course qui s'est terminée hier. Donc pour m'accompagner, on retrouve Mathieu Salut. et Pierre-André. Salut! Donc au sommaire de cette édition, on a la victoire de Geraint Thomas, la Team Sky au cœur des controverses, la course des autres leaders, les maillots distinctifs et on finira par un petit coup d'œil à ce qui nous attend sur le Tour d'Espagne et sur le Tour 2019. Donc, on va commencer tout de suite avec Geraint Thomas, le premier Gallois à gagner le Tour. Et il est passé en gros de l'équipier au leader, si je résume tout ce qui a été fait pendant 3 semaines. Ouais, il a fait un Tour de France parfait en fait. On a l'habitude de dire le dicton, c'est que on peut pas gagner le Tour pendant la première semaine, mais on peut le perdre. Et en fait, finalement, lui, il a plus ou moins gagné dans la première semaine parce que tous les autres l'ont perdu. Froome perd 50 secondes sur une chute dès la première étape. Dumoulin perd 50 secondes plus 20 secondes de pénalité sur l'étape qui arrive à Mur de Bretagne à cause d'une crevaison. Bardet, pareil, sur la même étape, doit changer de vélo, perd du temps. J'en oublie sûrement. Quintana aussi avait chuté le premier jour. Landa a chuté sur les pavés. Donc en fait, tout le monde a perdu du temps sur cette première semaine, sauf Geraint Thomas. Et après, C'est vrai que il a été un peu, disons, opportuniste à ce moment-là et a réussi à s'en sortir à travers les chutes et les petites mésaventures. Donc, pour ça, ouais, il a bien géré la semaine. C'est une chose que d'habitude, c'est Froome qui est capable de très bien. Les derniers tours, on l'a vu souvent être très fort très tôt. Et là, il a perdu du temps dès le début. Et clairement, on peut dire du tour presque limite du premier jour, quoi. Quand on perd 50 secondes à ce niveau-là, quand on imagine, en voyant la suite, en voyant comment ils n'ont pas réussi à se départager en montant, et ben, si les écarts étaient restés là, avec la chute et 50 secondes de perdu au début, il n'aurait jamais pu en faire le trou. Christopher Froome, connaissant comment Geraint Thomas est fort en contre-la-montre, ça aurait été compliqué. ouais, c'est vrai. Et puis, on va enchaîner du coup sur la montagne. C'est vrai que ça s'est complètement neutralisé dans la montagne. On reparlera tout à l'heure de Team Sky qui a écrasé la course en imprimant son rythme comme elle le fait depuis plusieurs années. Et il y a aucun favori vraiment qui a pu faire un écart sur les autres, à part Quintana qui était dans un bon jour sur la première grosse étape des Pyrénées, là, sur celle de 65 km. Et après, il a payé ses efforts. Enfin, il y a eu une chute, etc. Donc, il n'a pas pu renouveler l'exploit. Mais dans les premiers du général, Dumoulin, on sait que c'est un rouleur. Enfin, c'est un rouleur grimpeur. Hein, il l'a montré aussi au Giro l'année dernière. Mais il est pas, c'est pas quelqu'un qui accélère. C'est quelqu'un qui monte au train. Donc, ce qui arrange aussi la Sky. Bardet avait pas les jambes. Landa plus ou moins, et puis il y a eu, il faut quand même parler de ça, les chutes de Nibali et Porte qui changent un peu aussi la course. Mais Thomas, pour revenir à Geraint Thomas, a quand même fait une super prestation en montagne, parce que même s'il y a eu peu d'écarts, les petits écarts qu'il y a eu étaient toujours en sa faveur. C'est-à-dire qu'on a l'impression que même si quelqu'un avait été plus offensif, il serait revenu quand même, quoi. Il a gagné, il enchaîne la Rosière et l'Alpe d'Huez en 2 jours haut la main. Enfin, impressionnant pour quelqu'un qui avait jamais fait des gros résultats sur 3 semaines, quoi. Après, est-ce que tu parlais de. On va pouvoir enchaîner comme ça, mais tu parlais de s'il y avait eu des gens plus offensifs, mais est-ce que justement, les gens ne pouvaient pas être offensifs vu que cette équipe Sky fait peur et est l'ogre du peloton, en fait. Bah, il y a toujours les deux côtés, hein. Il y a les deux côtés. Il y a effectivement le fait que Sky ait été très forte. On l'a vu combien de fois ils se sont retrouvés au pied de la dernière difficulté. Ils avaient encore 4 ou 5 coureurs, Thomas, Froome, Bernal, Kwiatkowski, Castroviero, Pouls. Enfin, c'est une armada, quoi. On va pas se mentir. Mais d'un autre côté, on pourra toujours se dire que les autres ont manqué un peu de. Moi, j'ai encore en mémoire cette étape de 65 km. On dit souvent que les organisateurs, le tracé, etc., est pas forcément adapté. Les sommets sont trop loin de l'arrivée, je ne sais quoi. Là, il y avait 65 km. Il y avait l'occasion, en fait, d'attaquer dès le début, dès le kilomètre zéro,
Il y avait le fait que ce soit un départ type Formule 1 où c'était dans l'ordre du classement général, donc les équipiers étaient un peu plus loin derrière, donc on pouvait tenter de désarçonner Sky comme ça. Ça n'a pas été fait. Donc il y a toujours un peu les deux côtés, quoi. Ouais. C'est vrai que, bah, de toute façon, Sky, sur le tour, un peu comme le PSG arrive en Ligue 1, avec le plus gros budget, donc forcément, la plus grosse arme. Et après, je suis d'accord, sur l'étape de 500 km, il aurait pu se passer plus de choses. La seule étape un peu où on a vu, entre guillemets, Sky pas à la peine, mais disons que vraiment attaqué, c'est la dernière étape de montagne, où Bardet, avec Honda, part dans le Tourmalet à 100 km. Bah, c'est la seule étape où il y a eu moins. Enfin, à la fin, le résultat est le même, hein. Mais au moins, il y a eu du suspense et l'étape était intéressante à regarder. Et parce qu'on a osé attaquer la Sky Blue, quoi. D'habitude, on attend toujours le dernier moment, et le dernier moment, bah, c'est quoi? C'est pour reprendre 20 secondes, quelque chose. Dans un tour où ça finit à 4 minutes d'écart, la technique pour moi, elle était aussi de partir le plus tôt possible. Et c'est ce que peu d'équipes ont osé faire. Et quand ça s'est fait, il faut quand même. Sky a su très très intelligemment, je trouve, forcer les lotos à rouler en ralentissant, enfin en laissant Bardet et Landa prendre beaucoup d'avance pour que les lotos veuillent assurer leur place d'honneur et donc se mettre à rouler. Donc c'était un bon point stratégique là, sur ce coup-là pour la Sky. Après, c'est vrai que je veux dire, leur Ramada et leur budget, ça casse un peu le suspense et ça, c'est sûr et certain. Mais je veux dire, Ah, c'est logique quoi. Enfin, après, j'aime bien que tu arrives sur cette question du budget. Alors, j'ai pas de chiffres en tête concernant la Sky et concernant les autres équipes, donc j'ai pas le différentiel. Si ça, vous l'avez, C'est je à veux peu bien me près, dire. c'est pour donner une idée, c'est sur du 40 millions par an pour la Sky. Je j'ai pas les chiffres exacts des autres équipes, mais enfin c'est quand même bien au-dessus, hein. Il y a quand même il y a un gros gap, hein. Bon, donc voilà pour les chiffres. Après, de ce que moi j'en ai lu, etc., je suis loin d'être un expert en cyclisme. De ce que j'en ai lu, la Sky, c'est aussi quand même une équipe qui est, certes, elle a du budget, mais elle est aussi innovante avec son budget. Ah oui, J'ai encore lu très récemment que c'est quand même elle qui a amené le fait de faire des décrassages. il y a énormément de choses qui sont venues de Sky depuis sa création. Ils transportent Euh, attends, ils transportent leur propre matelas et leurs propres oreillers, parce que dans un sport comme ça, c'est normal qu'il faille bien dormir. Tu dors dans un endroit différent chaque jour. Enfin, au bout d'un moment, c'est presque du bon sens, et en fait, ils appliquent une méthode d'entreprise. C'est la méthode des gains marginaux. Et ici, ils arrivent à récupérer 1%, 2% de puissance sur chacun de petits trucs, et ben, au bout d'un moment, ça fait un trou aussi. C'est exactement ça, effectivement, les marginal gains, comme ils appellent ça. Et il y a plein d'exemples qui peuvent venir. J'ai encore le souvenir des plateaux ovoïdes qui sont de moins en moins utilisés pour parler technique sur les contre-la-montre. C'est Sky qui avait introduit ça dans le peloton, quoi. Évidemment, il y a énormément de choses. Les capteurs de puissance. L'image, on la voit souvent de Christopher Froome qui monte assis sur sa selle avec les yeux rivés sur son guidon. Il regarde pas la route. En fait, il regarde son capteur de puissance. L'analyse des données, ça c'est clairement quelque chose qui a poussé énormément Team Sky, qui n'existait pas tant que ça avant dans le cyclisme et qui est apparu grâce à eux. Donc c'est clair que il y a le côté négatif qui est que ils écrasent la course notamment aussi en payant les meilleurs coureurs, hein. Quand vous voyez des gars comme Kwiatkowski, comme Bernal, je reviendrai après sur Bernal, qui sont dans cette équipe-là, ils pourraient être leaders dans d'autres équipes, quoi. Mais il y a aussi le côté positif qui est que on apporte de l'innovation au sport, quoi. Oui, parce que ça reste quand même un sport quand même. Enfin, il y a certes une énorme partie d'effort parce que c'est les coureurs qui pédalent, mais ça reste quand même un sport où on est sur une machine. Et donc, du coup, eh ben, il y a toute cette partie technologique ne doit pas être laissée pour compte, en fait. Et Sky le fait mieux que les autres et dépense aussi plus d'argent pour le faire, je pense. Mais je pense, ben voilà, vu qu'on est dans le budget, il y en a beaucoup qui crient à l'instauration d'un salary cap. Donc,
étant familier avec le système, moi, de la NBA, j'ai quand même réfléchi à qui pourrait se faire. Oula, On a de la friture sur la ligne, ouais. quelques problèmes d'audio. On Voilà, c'est pour s'excuse, ça. on est désolé. Donc oui, je disais, moi je suis assez familier du système NBA et j'ai essayé de réfléchir si c'était presque transposable en fait au cycle. Parce que beaucoup disent, enfin, moi j'ai lu, on dira si je dis des bêtises Mathieu, que beaucoup de gens en fait veulent ce qu'ils appellent un hard cap, donc ce serait une limite qu'on ne pourrait pas dépasser. Bah mon opinion, enfin j'ai pas des avis, il y en a toujours à droite à gauche. Je dirais que je suis pas sûr que le hard cap soit particulièrement adapté en l'occurrence. Ok, C'est voilà, donc je peux continuer alors. Pardon. Pour moi, c'est qu'avec un salary cap à la NBA, c'est tu fais, donc t'as un plafond salarial que tu as le droit de dépasser. Mais quand tu le dépasses, tu payes une taxe. Et cette taxe, après, elle peut être reversée à toutes les équipes, donc de manière équitable, bien sûr, à toutes les équipes qui ne dépassent pas cette taxe, enfin ce plafond. Et ce qui ferait qu'en fait, ça permettrait, Sky pourrait continuer à faire ce qu'ils veulent, mais par contre, ça ferait que les équipes puissent monter en gamme aussi. Oui, ça peut effectivement être une solution intéressante. J'avais aussi potentiellement l'idée du fair play financier à l'image de ce qui se fait en football, qui peut être aussi quelque chose d'intéressant. Après, simplement, bon, je connais pas la situation économique de Sky, mais c'est différent parce que le fair play financier a été instauré pour des clubs qui faisaient beaucoup de déficit en fait. Et je suis pas sûr que ce soit le cas de Team Sky parce que les rentrées d'argent sont quand même assez importantes. Mine de rien, là, rien que sur le Tour de France, avec leur victoire finale, ils remportent plus de 700 000 euros. Quand le deuxième mieux doté, qui est l'équipe Sunweb, est à 250 000. Donc déjà rien que là-dessus, ils font des belles rentrées d'argent et puis il y a un sponsor très très puissant qui est derrière aussi. André, un avis Ouais, rapide sur la question. ouais, non, mais enfin, c'est logique en soi. Par rapport à l'argent et les Sky, je veux dire, ils gèrent par rapport à cette salary cap. Enfin, je veux dire, s'il faut l'instaurer il faut l'instaurer dans tous les sports, quoi. Et je veux dire, c'est un Non, mais non, système. tu peux pas forcément l'instaurer facilement dans des sports où c'est pas une ligue fermée. Le World Tour est une sorte de ligue fermée, à peu de choses près, t'es d'accord? Oui, oui, peut-être. Mais je sais pas si c'est vraiment la solution à ça. Après, c'est vrai que c'est une solution pour rendre, entre guillemets, enfin, l'avantage de ça, c'est que ça rend le spectacle, entre guillemets, plus joli, puisque C'est la ça, solution à court terme, en fait. ouais, ça tend à rendre les équipes après au même budget et au même niveau, quoi. Mais, euh, mais est-ce que c'est envisageable? Enfin, je vois mal enfin, un système qui est quand même purement américain se mettre dans le cyclisme comme Aussi, ça. ça me semble assez difficile à mettre en Je veux place. dire, l'idée pourrait me plaire, mais ça me semble vraiment compliqué. C'est la suite, alors? Comme ça, je pense que chacun a un peu donné son avis, on a fait le tour et les auditeurs se forgeront leurs propres On va avis sur peut-être, ces ouais, règles. on va juste encore tant qu'on est sur Sky évoquer un peu le dopage quand même parce que c'est un point important là qui a émaillé quand même le Tour de France pendant 3 semaines. On a vu des comportements très limites de beaucoup de spectateurs, bien que ça aurait pu encore être pire. Honnêtement, ça aurait pu encore être pire. On va pas se réjouir de ce qu'on a vu, mais voilà. Euh, Ouais, mais c'était quand même bien pas beau. Voilà, c'est ça. Du coup, en fait, franchement, c'est un dossier très compliqué. On va pas non plus y passer 20 minutes, mais on a chacun nos avis. J'ai écrit un long dossier là-dessus pour les auditeurs que ça intéresse sur le site de CPI Sport, un focus sur ce que fait Sky depuis sa création en 2010 et sur son lien avec le dopage. Quoi qu'il en soit, à mon sens, c'est si il s'avérait que ce soit du dopage entre guillemets, c'est incomparable
avec ce qu'on a vu dans les années 90-2000, avec Marco Pantani, avec Lance Armstrong. S'il y avait du dopage, ça serait comme je l'ai écrit, le fait qu'ils profitent beaucoup des autorisations de médicaments. Je m'attends pas à ce qu'on ait un jour un scandale avec de l'EPO ou quoi, parce que je pense que Sky est beaucoup trop intelligent pour ça. Et ils ont profité de ces marginal gains, comme tu les appelles, aussi dans le domaine médical. Et ça, c'est peut-être là où intervient surtout en fait la controverse en termes du manque de moyens. C'est la quantité d'argent que dépense Sky pour sa recherche médicale et pour l'amélioration des performances de cette manière-là, avec des moyens que d'autres n'ont pas. Voilà, c'est là où pour moi on atteint la limite de ce que Sky apporte au cyclisme et de la manière dont Sky met en danger le cyclisme. En tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est que l'affaire Froome, salbutamol, elle a été jugée, qu'il y a eu des erreurs apparemment regrettables, voire déplorables du côté des instances internationales qui ont finalement décrété qu'il pouvait continuer, qu'il n'y avait pas matière à suspension. Et pour le reste, il y a quelque chose qui s'appelle la présomption d'innocence et du coup, moi pour l'instant, je m'appuie là-dessus et j'ai tendance à me dire que même si effectivement on peut avoir des doutes, il y a aussi beaucoup d'autres explications entre guillemets plus rationnelles que le dopage qui peuvent faire penser que effectivement oui, c'est plausible. Voilà. Bien, donc tu viens de clore notre page Sky sur les grandes questions que tout le monde se pose, je pense, autour du Tour de France et du cyclisme en général. On va revenir justement sur le Tour de France plus en détail avec les autres leaders. Nibali a abandonné dans les Alpes suite à une chute, mais Romain Bardet, Quintana qu'on attendait encore, et tous les autres, qu'est-ce que ça a donné? Je vais laisser PA démarrer. Ouais, je pense que quand même pas mal ont essayé. Ça reste quand même des hommes. Il y a des fois où on était déçus de ne pas les voir essayer. Ça reste un effort, enfin, je sais pas, un des plus impressionnant qu'ils font comme effort. Ils courent, ils font ça en 3 semaines d'affilée, des efforts où pendant 7 heures ils sont sur le vélo avec une chaleur pas possible. C'est sûr qu'il y a des coups de moins bien. On était déçus que Bardet ait un coup de moins bien dans une étape, je ne sais plus laquelle. Et il y a forcément des coups de bien, des coups de moins bien. Ils ont essayé, on attendait Quintana à l'avant, il a attaqué, il a gagné. On pouvait attendre Bardet à l'avant aussi un peu, il a quand même essayé d'attaquer. Il a pas gagné d'étape quoi que ce soit, mais je pense que Bardet fait entre guillemets de plus en plus peur aux favoris et on a tendance à vraiment encore plus le cibler qu'avant. Après, on pouvait attendre peut-être plus du Moulin. Il part avec la plus grande confiance dans le contre-la-montre. On peut se dire qu'il peut essayer encore en ayant par exemple 1 minute à rattraper au contre-la-montre, c'est jouable. Mais il a jamais vraiment essayé de chercher, d'attaquer vraiment, vraiment très fort et de partir loin pour engranger cette minute. C'était peut-être le seul à pouvoir vraiment concurrencer Guerin parce que Froome n'allait pas vraiment l'attaquer. On a vu que Froome était quand même un peu en dessous par rapport aux deux autres. Et Dumoulin, il aurait peut-être pu essayer un peu plus de se montrer. Après, moi, c'est la seule chose que je peux dire, je pense. Bien. Mathieu, en réaction à ce qu'a dit Pierre-André. Ouais, comme il l'a dit, c'est toujours très très délicat de savoir dans quelle mesure ils n'ont pas osé et dans quelle mesure ils n'avaient pas les jambes. Je pense par exemple que Dumoulin, comme je l'ai dit, c'est pas son style d'attaquer quelqu'un. Voilà. On l'a vu, le peu de fois où il a essayé, ça n'a pas vraiment marché. C'est quelqu'un qui aussi a l'habitude de monter de manière très roulante et qui aime pas du tout les à-coups. Plusieurs fois, quand il y a eu des attaques, il s'est laissé décrocher et il est revenu au train. Pour le reste, Bardet, c'est forcément une déception parce que quand on fait deux podiums consécutifs et que là on se retrouve 6e, bon, voilà. Quintana, Landa aussi. Il y en a beaucoup qui avaient pas les jambes ou qui en fait ont manqué de régularité. Voilà, on disait que Thomas avait été très très parfait tout du long en fait. Hein, ça avait été linéaire pour lui. C'est ce qui a manqué aux autres. Chacun a eu un coup de moins bien, que ce soit Froome, Bardet, Quintana, etc. à un moment donné.
Pour les autres, j'ai le doute. Alors on peut pas savoir ce qui serait passé, mais j'avais l'impression que Nibali était pas mal dans les Alpes. Encore une fois, il aurait aussi pu Oui, craquer par la suite, hein, on n'en sait rien. c'est vrai, ouais. Mais Je, sur je- l'étape où il est lamentablement tombé, ça c'est quelque chose franchement qui me met hors de moi à cause des fumigènes des spectateurs, à cause de la lanière de l'appareil photo, etc. Je trouve ça vraiment déplorable. Richie Porte était dans une très bonne position après la première semaine aussi. Lui avait comme Thomas déjoué tous les pièges. Malheureusement, il a chuté sur l'étape des pavés. Il a aussi dû abandonner. Peut-être des coureurs qui ont manqué un peu pour animer la course aussi, qui auraient pu faire quelque chose. Et pour conclure, sur les autres leaders, il y a un nom que j'ai envie de citer particulièrement, c'est Primoz Roglic, le Slovène, qui m'a impressionné parce que je le voyais même pas forcément dans les favoris de ce tour-là avant le départ. Ancien sauteur à ski, Primoz Roglic, qui avait gagné une étape l'année dernière dans les Alpes, aussi en troisième semaine, mais c'était le coup d'un jour, quoi. On a vu que c'était un très bon grimpeur, mais voilà. Qui est vice-champion du monde en titre du contre-la-montre. Et je pense qu'on le reverra par la suite, parce que là, c'était vraiment son premier tour en tant que leader qui joue le général, quoi. Et encore qu'il y avait Kreuzweig avec lui, donc c'était même pas 100% le leader. Et il a vraiment impressionné. Ce qu'il a fait en montagne, c'est fantastique. Il craque un peu sur le dernier contre-la-montre, mais c'est quelqu'un qu'on reverra en tout cas. ouais, c'est vrai que il a été impressionnant. Après, revenir sur ce que tu disais par rapport à Nibali, c'est vrai que dans cette étape de l'Alpe d'Huez, c'est dommage parce que Nibali, c'est toujours un joueur, c'est toujours un coureur qui attaque, qui apporte justement enfin, pas énergie, qui apporte ce peps, c'est souvent une course et on sait que Nibali souvent va faire quelque chose. Et vraiment, c'est triste que la fête qu'est le Tour de France soit gâchée par des supporters, entre un qui met une droite à Froome et l'autre, et un autre et la foule qui fait tomber Nibali, c'est dommage, quoi. Au final, on est pris, c'est quelques imbéciles qui la France entière d'un beau spectacle. Donc, ça me rend un peu, ouais, ça me rend triste par rapport à ça. Mais Nibali, il n'aurait pas gagné, je pense, mais il aurait été un bon agitateur. Bien. Donc ça, c'était pour les favoris. Après, il y a ceux qui ont quand même gagné des choses avec les trois maillots distinctifs, le maillot vert, le maillot à pois et le maillot blanc. Donc, maillot vert pour, bah, là, je recommence. Le maillot vert pour Peter Sagan. Est-ce que c'est peut-être une vraie surprise? Non, non, pas du tout. Il a égalé le record d'Eric Zabel avec 6 maillots verts. Il a gagné son maillot vert une semaine avant la fin. C'est le plus régulier, on le sait. Le classement par points, c'est pas à 100% le classement du meilleur sprinter. C'est celui qui est capable d'engranger le plus de points tout au long du tour. Il a pu prendre des points là où d'autres étaient fatigués. Il a toujours été au rendez-vous, y compris les étapes qui finissaient euh, qui finissait en moyenne montagne, entre guillemets, les étapes un peu accidentées. Il a évidemment profité des abandons en cascade de Gaviria, Greipel, Kittel, Groenewegen. Donc bon voilà, c'est le maillot vert, le grand Sagan quoi qu'on voit depuis des années maintenant. Ouais, non, en fait, c'est simplement le grand saga, mais il montre parmi tous les sprinters qu'il est le meilleur grimpeur, en fait. Et c'est grâce à ça qu'il gagne si facilement le, le maillot vert chaque année, parce qu'il est capable de partir dans l'échappée dans les étapes un peu de montagne ou de moyenne montagne. Il est capable de partir dans l'échappée, d'aller jusqu'au sprint, d'engranger les points du sprint intermédiaire, et après de se laisser rattraper tranquillement et de relâcher son effort. Et ça, peu de sprinters peuvent faire. Donc c'est là-dessus qui fait vraiment la différence. Parce que Et puis le plus régulier parce qu'il y a quand même une oui, différence énorme de points. Et donc sur les sprints massifs, il est toujours là en fait. Moi c'est ça qui m'impressionne. oui, Il gagne pas dans tant d'étapes que ça, mais il est toujours dans les 3-4 premiers quoi. Alors qu'on en c'est voit ça. beaucoup des coureurs comme Greipel, Kittel, etc. ou Groenewegen qui sont capables de gagner plus d'étapes peut-être, mais qui le lendemain vont faire 7, 8e quoi. Non, non, mais je suis d'accord, il est toujours régulier. Ce qui est flagrant aussi,
Et ce qui est fort avec lui, c'est que il a une bonne équipe, mais il a jamais, enfin, j'ai l'impression que son équipe le prépare jamais archi idéalement, comme moi, je revois encore ces étapes où Cavendish, il est préparé par son équipe, il a 3 coups de pédale à mettre. Celle de départ qui gagne, il a vraiment 3 coups de pédale à mettre. Et ben, Sagan, il a jamais. Quand il se retrouve dans les 500 derniers mètres, il est je dirais, 9 ou 10 tout seul. Et c'est à lui d'être dans la bonne roue, de garder l'aspiration maximum. Et c'est vrai qu'il est toujours là, toujours dans la bonne roue. Et ça, c'est vrai que sa régularité, ça. Par contre, non, Jérôme, pour le cas Peter Sagan, on a fait le tour. Surprise, par contre, pour le maillot à poids, porté par un Français. C'est un peu l'apanage des Français, d'ailleurs, ce maillot à poids, mais surprise quand même à la Philippe. Ouais, parce que c'est pas un grimpeur. C'est quelqu'un qui avait performé quand même sur quelques courses d'une semaine, sur le Dauphiné notamment. Disons que c'est pas un grimpeur comme on pouvait voir Barguil, comme l'ont été les maillots à poids précédents. C'était Quintana, c'était Froome, etc. Alaphilippe, par contre, c'est un attaquant fantastique. C'est dans un Tour de France où, comme on dit, dans la lutte pour le général, on n'a pas toujours le spectacle qu'on attendait. Le spectacle, il vient aussi de coureurs comme ça, comme Sagan, comme Alaphilippe, qui fait des raids incroyables, qui a aussi eu la stratégie de partir au bon moment pour prendre les points qu'il fallait sur les bonnes étapes, mais qui surtout il s'est dépassé pour aller chercher le maillot à poids. Il était clairement transcendé. Je le voir passer le Tourmalet en tête, seul en tête au sommet du Tourmalet, c'est un truc quand même assez incroyable. Et bravo à lui parce qu'en plus il Ouais. a gagné 2 belles étapes, donc chapeau. Il s'est vraiment fait un nom, quoi. Connu comme un mec, un des meilleurs punchers de la planète, d'être très très dangereux sur les courses d'un jour. Et là, il s'est fait un nom comme quelqu'un qui peut aussi grimper et qui peut aussi gagner des étapes sur le Tour de France. Ce qui m'impressionne de plus, et je crois que c'est un record, c'est le seul coureur, je crois, à avoir gravi 5 cols hors catégorie en tête sur le Tour de France. Donc ça montre qu'il a été une fois d'attaquer et d'être toujours positionné au bon endroit. Et c'est aussi ça, je pense, quoi, et le vélo en général, c'est une bonne grande part de stratégie. C'est les jambes, ok, mais il y a aussi être placé au bon endroit au bon moment. Et donc, franchement, bravo à lui pour ça. Je suis vraiment content parce que, en plus, c'est un coureur vraiment sympathique, aimé du public. Et, et je reviens sur les questions qu'on pouvait se poser par rapport à ça. C'est que, est-ce que peut-être qu'il pourrait pas jouer autre chose que ce maillot, Moi j'y ce crois pas. maillot. Non, non, moi Moi, j'y crois moi non pas. plus, voilà. J'allais dire que j'y crois pas parce que lui-même, il a dit qu'il préférait quand même être dans ce rôle-là, quoi, de pouvoir gagner des étapes ensuite. Et puis je suis pas sûr qu'il soit Et parce capable de le que, faire, tout simplement. Aussi, c'est pas son voilà, ouais, style. bah, Il a des c'est grandes ça. qualités de vitesse, mais on l'a vu sur certaines étapes de montagne. Il monte tellement irrégulièrement, il place des grosses accélérations, notamment pour passer en tête au sommet, quoi. Mais il y a des fois où il est complètement à l'agonie. Et puis voilà, il faut pas oublier aussi que les étapes où il a pris des points, il y en a plusieurs où il a pris des points au début des étapes. Après, il s'est laissé tranquillement monter à son rythme, voilà, finissant peu importe loin au général, mais avoir de la fraîcheur pour le lendemain. Voilà, c'est pour ça qu'il a été capable de le faire, un peu comme l'avait fait Warren Barguil aussi l'année dernière, d'aller chercher quelques étapes et le maillot à poids, mais pour le général, je pense pas. Non, je suis d'accord. Et, Non, et je suis enfin, le d'accord. dernier vélo distinctif, le maillot blanc. Le maillot blanc qui a pas Eh été, ben, qui a pas amené beaucoup de spectacles cette année, donc c'est Pierre Latour qui l'a gagné. C'était une année entre guillemets particulièrement pauvre dans les moins de 25 ans. Euh, et c'est finalement pas le meilleur jeune vraiment qui gagne ce maillot blanc, parce que le meilleur dans ceux qui pouvaient le gagner, c'est sans aucune discussion Egan Bernal, donc le Colombien de Team Sky, 21 ans. Euh, Hallucinant ce qu'il a fait, surtout il y avait l'étape des Pyrénées, la dernière, celle du Tourmalet et de l'Aubisque où Froome est en grande difficulté et c'est lui qui arrive à le ramener avec les favoris. Il a fait un travail fantastique pour Sky et il a la trajectoire de beaucoup de coureurs Sky, comme Froome avait été lieutenant sur son premier tour pour Wiggins. Lui aussi, il s'est sacrifié pour le collectif, donc il finit derrière la tour au général, mais c'est clairement lui le meilleur jeune.
et je pense pas prendre un gros risque en disant que déjà dans les 2-3 années à venir, il va avoir sa carte à jouer comme leader sur un grand tour. Peut-être pas immédiatement sur le Tour de France, mais sur la Vuelta par exemple, même sur le Giro. C'est un très bon rouleur aussi, champion de Colombie du contre-la-montre. Donc il a vraiment les qualités pour gagner un grand tour à l'avenir. Chapeau quand même à Pierre Latour qui l'a gagné. On a un Français qui le remporte. On va pas dénigrer sa victoire. Bravo, il s'est accroché aussi comme il fallait pour aller le chercher. Mais voilà. Ouais, je pense que t'as bien résumé ça. Bernal était vraiment impressionnant. C'est impressionnant ce pays qu'est la Colombie. Moi, ce qui m'impressionne par rapport à ça, par rapport à la Colombie, c'est que ce soit le seul pays d'Amérique du Sud, carrément, quasiment, qui est capable de fournir autant de joueurs, autant de coureurs de si haut niveau. Parce qu'on sait qu'il y a plein de montagnes quand même. L'Amérique du Sud, il y a quand même pas mal de montagnes. Et je comprends. C'est ça que j'arrive pas à trop comprendre, c'est pourquoi la Colombie plus qu'autre chose. Mais c'est une question de culture, tout simplement. Je pense que c'est ça. Ouais. Ils font des sprinters, ils font des jeunes, ils font de tout, quoi. Et et Bernal a été impressionnant et je pense que d'ici quelques années, comme tu as dit, il pourra être leader quelque part. Bien. On va ouvrir une page sur les Français, les autres Français, parce que on a parlé de Bardet, on a parlé de Latour, de Alaphilippe, bien sûr. Warren Barguil pour commencer. Ouais, je pense que cette page-là, elle va aller assez vite parce que pour le reste, on n'a pas eu grand-chose pour s'emballer. Barguil avait tout simplement pas les jambes cette année. Il a été deuxième au classement du meilleur grimpeur, hein, comme Alaphilippe. Il s'est glissé dans des échappées pour aller prendre les points. Il a tenté de faire la même chose que l'année dernière, mais il n'était pas au top de sa forme, même dans les échappées. Il a jamais été en position de gagner une étape. Oui, je suis d'accord. Il a essayé. Au moins, enfin, je veux dire, c'est un des Français qu'on a le plus vu à l'avant et pour ça, entre guillemets, son statut, c'est normal qu'il ait essayé. Un mec comme Pierre Roland, par exemple, on l'a pas vu du tour. Après, il se fait Si, il a essayé quand même. Pierre Roland aussi s'est glissé dans quelques échappées. Le même constat que Barguil, hein. Il a essayé quelques fois, mais il a jamais tenu très longtemps. Il n'était pas non plus au top de sa forme. C'est sûr. Dernier tour de Sylvain Chavanel aussi. Oui, félicitations à lui pour ça. Félicitations, ouais, 18 Tours de France, 7 fois champion de France, 2 jours en jaune. Voilà, quelqu'un qu'on avait l'habitude de voir au mois de juillet et qu'on ne reverra plus. Donc cette page, c'est fait. On est d'accord, j'oublie personne? Ouais, non, en gros, hein, on n'a pas eu de quoi s'extasier. On a cité la victoire d'étape d'Arnaud Démare aussi qui sauve son Tour de France. Et sinon, on reviendra l'année prochaine. On n'a pas eu le feu d'artifice qu'on avait eu l'année dernière. Donc on arrive sur le futur. Le prochain grand tour, c'est le Tour d'Espagne. Froome ne devrait pas y participer. Je pense qu'il a déjà fait le Giro. Ouais, non, je pense pas. Ça serait vraiment du jamais vu. Je suis pas certain de ce que je dis, mais en tout cas, dans les dernières années, je me souviens vraiment pas de quelqu'un qui a joué le général sur les 3 grands tours consécutifs. Enfin, dans l'ordre Giro, Tour, Vuelta, parce qu'il a déjà fait Tour, Vuelta, Giro. Mais non, là je pense pas. Est-ce que Bernal aura sa chance ou est-ce que c'est plutôt Geraint Thomas qu'on va envoyer sur sa lancée du maillot jaune pour faire le doublé? C'est possible aussi. En tout cas, quoi qu'il arrive, il y aura au moins un coureur de la Sky qui sera parmi les favoris de cette Vuelta là. Pour les autres, est-ce que Nibali sera remis? C'est la Nibali comme porte, je sais pas, ils ont tous les deux eu des blessures, c'est difficile à dire. S'ils y sont, est-ce qu'ils seront en position de gagner? C'est pareil, je ne sais pas. Il y a encore beaucoup d'incertitudes, pourtant c'est dans pas longtemps, hein, ça commence le 26 août je crois, donc jusqu'à mi-septembre. La seule chose qu'on sait, c'est que Movistar va renvoyer les 3 leaders, Valverde, Landa et Quintana, ils seront tous les 3. Donc encore une fois, je pense Valverde plutôt dans un rôle de lieutenant entre guillemets. Quintana et Landa seront les leaders. Je pense qu'ils ont clairement leur carte à jouer sur cette Vuelta-là. Il va y avoir quelques étapes de montagne qui vont être vraiment très très dures et qui vont faire des écarts. Pas beaucoup de contre-la-montre. Il y a une fois 8 km et une fois 32 km. Donc
ça peut être intéressant pour eux. Je vois bien Landa, par exemple, faire quelque chose. Bien. Et Tour 2019 qui démarra de Bruxelles. En hommage à Edge Merckx, ouais. Et donc sur le Tour, bah là juste, c'était peut-être hier ou aujourd'hui que Christian Prudhomme a donné une interview où il voulait, lui, il est favorable à un salary cap et à l'interdiction des capteurs de puissance pour retrouver un peu de spontanéité. Et ils vont essayer de continuer à être innovants, comme ils ont été cette année avec cette fameuse étape de 65 km. Ouais, bah moi je trouve que par rapport à ça, le Tour de France, chaque année c'est la même chose. Spectacle est là, et par contre ils sont innovants, quoi. On a eu des mots des fois où ils sont montés 2 fois l'Alpe d'Huez, on a eu cette étape de 65 km. Et ouais, je trouve que c'est pas mal. Cette année, on n'a pas vu énormément d'étapes de 215 km sur du plat qui sont chiantes pour les téléspectateurs et chiantes pour les coureurs, j'imagine. Donc c'est bien, quoi. Je veux dire, c'est bien qu'ils fassent passer le spectacle dans le peloton et à la télé avant tout, je pense. Et enfin, ou en tout cas pas avant tout, mais avant une partie importante. L'année prochaine, ça part de Bruxelles parce qu'on fête l'anniversaire des Merckx. L'année d'après, on fête l'anniversaire de Bernard Hinault. Donc, franchement, c'est toujours plein de clin d'œil. Et pour ça, c'est vraiment une bonne chose, le Tour de France. Même si les audiences de cette année sont en baisse de 3% sur France 2, ce qui est une première depuis un certain nombre d'années. Oui, c'est les téléspectateurs les avaient l'air de dire que c'était pas dû à cause de je suis pas sûr. Oui, C'est c'est vrai peut-être qu'il y a parce il que y a la première semaine aussi où il y avait la Coupe du Monde de foot. voilà, Ça peut, 2%, ça peut jouer. 2%, c'est quand même 3%, pardon. C'est quand même faible et ça joue peut-être. Les gens en avaient peut-être marre de regarder des choses comme ça, donc ça peut jouer. Bien, est-ce que vous avez un dernier mot à dire sur cette édition 2018 du Tour de France avant Non. qu'on se quitte? Bah redonner encore peut-être les rendez-vous pour la suite. Rappeler donc parce que là on a vraiment fait le tour sur ce tour, c'est le cas de le dire. Et donc il y a la Vuelta qui va arriver fin août début septembre. Et il y a aussi un rendez-vous qui va être particulièrement attendu cette année, c'est les championnats du monde. Pourquoi particulièrement attendu? Parce que alors Sagan est quadruple champion du monde en titre, si je me trompe pas. C'est souvent des courses qui se jouent soit pour les punchers, soit carrément au sprint. Et là, cette année, ça va se dérouler à Innsbruck, en Autriche, et c'est particulièrement taillé pour les grimpeurs, et c'est quelque chose de rare. Et donc, ça va être pour beaucoup l'occasion de peut-être la seule occasion de leur carrière de gagner un championnat du monde. Clairement, quelqu'un comme Vincenzo Nibali a annoncé que c'était son objectif prioritaire de la saison. Donc c'est possible aussi que par exemple s'il n'est pas remis pour la Vuelta, il préfère faire l'impasse pour tout donner sur les championnats du monde. Donc voilà, ça sera encore un rendez-vous important d'ici la fin de saison. Bien. Ouais, c'est Et vrai que tu as raison ben, là-dessus, c'est intéressant. voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc voilà, Mathieu vous a donné les rendez-vous. Et le suivi sera encore à suivre sur CPI Sport, comme le tour l'a été. Donc voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là. On rappelle encore une fois les réseaux sociaux, CPI Sport, Facebook, Twitter, la chaîne YouTube où vous pourrez retrouver cet épisode et tous les épisodes précédents, ce qui n'est pas le cas sur SoundCloud. Et bien sûr le site cpisport.wordpress.com pour tous les articles. Bye bye! Salut! Bye!